Alors pourquoi ce sujet? Donc effectivement, j'aurais dû vous souhaiter une bonne année 2021 à l'origine. Je devais faire mon intervention. Non, à l'origine, c'était 2021. Après, on s'était dit, bon, peut-être qu'en juin 2021, il y aura une petite fenêtre et que je pourrais faire mon intervention. Je vous aurais souhaité alors un bel été 2021. Ça n'a pas été possible non plus. Donc, je dis, ce sera pour la bonne année 2022. Donc, je devais intervenir le mois dernier. Et puis, en fait, avec le variant Omicron, on s'est dit, bon, prudence, on reporte d'un mois. Donc je profite de l'absence de Jean-Yves Camus, qui était prévu initialement pour faire cet exposé. Alors je l'ai actualisé quand même depuis 2021, je vous rassure. J'ai encore trouvé sur le site de la Banque de France, pas plus tard qu'hier, les toutes dernières données. Bon. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette phrase qu'avait prononcée François Fillon, Premier ministre à l'époque, nouveau Premier ministre de Nicolas Sarkozy, lors d'un déplacement, je crois, en Corse. Il dit « Je suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite sur le plan financier ». Quelques années plus tard, plus proche de nous, le président de la République, Emmanuel Macron, annonce, au début de la pandémie, la santé n'a pas de prix, le gouvernement mobilisera tous les moyens financiers nécessaires pour porter assistance, pour prendre en charge les malades, pour sauver des vies, quoi qu'il en coûte. Ça pourrait paraître un peu surprenant, est-ce que notre situation financière s'est à ce point améliorée entre 2007 et 2020 pour que ce qui n'était pas possible alors le devienne tout à coup lors de la pandémie? Bon, la réponse, je crois que vous la connaissez. La réponse est non. Notre dette entre 2007 et 2020 n'a pas baissé, bien au contraire. Vous voyez le profil de notre dette, donc depuis sur les 20 dernières années, quoi. Elle a augmenté tendanciellement, avec deux moments où les pentes sont quand même un peu plus fortes. Vous le voyez, et je pense que vous savez pourquoi. Et donc fin 2021, on était à 115% du PIB. Je vais revenir sur cet indicateur qui fait l'objet, à juste titre, de beaucoup de critiques. Sachant que lorsqu'on a voté pour Maastricht, en 92, je crois, septembre 92, en France, le référendum, il était bien spécifié que dans le cadre du traité, notre dette publique ne devait pas dépasser 60% du PIB. Donc vous voyez qu'autour du début des années 2000, nous y sommes. Et puis il y a eu la crise financière, 2008. Et là, bing, la dette a pris à peu près 20%. Et au moment où s'exprime François Fillon, on est en faillite, mais à 62% du PIB. Seulement. Et puis, bien entendu, la crise sanitaire du Covid, où là, on prend encore, selon les chiffres, ça va de 17 à 20%. Bon, j'ai pris 18% pour vous donner un peu une idée assez précise. Alors, sachant qu'un point de PIB, ça c'est intéressant à retenir, en 2007, c'est 19 milliards, un point de PIB, et en 2020, 24 milliards. D'accord ? Donc, on est à peu près sur deux augmentations de dette à peu près similaires, dans les deux cas aux alentours de 400 milliards. Quoi. Donc 2 fois 400, ça fait 800. Je ne suis pas sûr qu'on prenne vraiment en compte tous les effets de la crise, parce qu'il y a des effets un peu induits qui se prolongent. On est peut-être autour de 1000 milliards, liés simplement à ces deux crises. Bon. Alors, retenez ce chiffre-là, un point de PIB en 2022, ce sera peut-être aux alentours de 25. Pas tout à fait 25, sans doute 24,5, mais bon, pour simplifier, retenez un point de PIB, c'est 25 milliards. J'y reviendrai. Alors, de quelle dette on parle? Alors, vous avez remarqué que quand on parle de dette, on parle de dette publique, sans que l'on précise, en fait, la nature de la dette. Comme si, dans ce pays, il n'y avait de dette que la dette publique. En fait, c'est faux. On va s'interroger un tout petit peu sur l'évolution de la dette privée, parce qu'elle existe aussi dans le pays. On va même consolider les deux dettes pour avoir une idée de notre dette globale, quoi. Bon, et ça, c'est pas tout à fait neutre politiquement, je veux dire, de tout polariser sur la dette publique quand on parle de dette. Donc c'est la dette des administrations publiques, en fait. Et c'est même la dette au sens de Maastricht. Voilà. Donc c'est la dette au sens de Maastricht, c'est-à-dire la dette de l'État,
la plus importante évidemment, mais c'est aussi la dette des collectivités territoriales, donc communes, départements, régions, et c'est la dette de la sécurité sociale. D'accord ? Donc la dette publique, au sens de Maastricht, cumule ces trois éléments-là. Alors si je déroule un peu pour voir la répartition de ces différents niveaux de dette, selon l'INSEE, T3 2021, c'est le troisième trimestre 2021, donc c'était il y a quelques mois, l'ensemble de notre dette publique, c'est 2834 milliards. Alors Jean-Pierre me disait tout à l'heure 216 milliards, non, Jean-Pierre, si ça n'était que 216 milliards, ce serait rien du tout. C'est 2834,3 milliards, ça c'est le montant de notre dette publique, et ça représente, en pourcentage de notre PIB, ça représentait, puisque encore une fois maintenant c'est un peu moins, on est sous les 115 aujourd'hui. Mais bon, on était à 116,3% au troisième trimestre 2021. Et si je regarde un peu le détail, on voit que la dette de l'État, c'est 2231, à laquelle il faut ajouter la dette des ODAC, qui sont donc, comme c'est précisé ici, des organismes divers d'administration centrale. En gros, vous avez le CNRS, par exemple, vous avez les ARS pour la santé, vous avez les musées français, le musée du Louvre en particulier, la météorologie nationale, etc., etc. Il y a sans doute plusieurs centaines d'ODAC. Donc ça représente 66 milliards de dettes. Les administrations publiques locales, vous voyez, le montant finalement est assez faible, 236, et la sécurité sociale, 300. Pourquoi c'est peu pour les collectivités locales, même si elles sont souvent chargées par le gouvernement qui veut absolument que les collectivités réduisent leurs coûts et leur masse salariale en particulier? C'est parce que d'abord, elle est assez récente, la dette des administrations publiques locales, contrairement à la dette de l'État qui est très ancienne, elle date du milieu des années 70. On n'a plus d'excédent budgétaire depuis 1974 ou 1975 en France. Bon, donc c'est une dette très ancienne qui s'est donc cumulée évidemment avec le temps. Et pour les collectivités locales, elle est beaucoup plus récente. Et vous savez peut-être que les collectivités locales doivent dégager un excédent de fonctionnement. Donc elles ne peuvent emprunter que pour l'investissement. Donc ça réduit quand même considérablement les possibilités d'endettement. Et pour la sécurité sociale, on était presque à l'équilibre en 2019, juste avant la Covid. Et puis bon, avec la Covid, elle a plongé évidemment, et là, elle a un montant qui est quand même relativement élevé. Donc vous voyez, c'est en gros du 90-10 fois. Retenez à peu près ces montants-là. Alors, intéressons-nous un tout petit peu quand même à ces 116,3%. C'est donc le rapport entre notre dette brute, il y en a qui disent la dette qu'on va laisser à nos enfants. En réalité, c'est faux de dire ça. On ne laisse pas une dette brute, on laisse une dette et des actifs. Dans une entreprise, quand on veut mesurer la valeur d'une entreprise, on détermine ce qu'on appelle son actif net. Bon, il y a des ressources, il y a des dettes évidemment, mais il y a en face de l'actif. Bon, en France quand même, il y a quand même des actifs. Pour ceux qui ont connu la France des années 60, par exemple, et la France d'aujourd'hui, ça n'a strictement rien à voir. Donc on laisse aussi à nos enfants quand même des actifs, on ne leur laisse pas simplement une dette. Mais ça fait partie quand même du discours, que l'on nous ressort assez régulièrement. Donc c'est la dette brute rapportée au PIB. Voilà, donc on arrive à ce chiffre de 116%. Ça veut dire qu'en gros, en un peu plus d'un an, on a remboursé de création de richesse, on rembourse notre dette publique. Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est peu? Moi je dis, c'est pas forcément beaucoup en fait. Même si dans l'esprit des gens, on veut nous angoisser avec cette dette publique. Si je prends l'exemple d'un ménage par exemple, qui a 35 000 € de revenus par an, qui va avoir son banquier parce que le ménage a un projet d'investissement, ils empruntent 350 000 €, ce qui est beaucoup et peu à la fois par rapport au marché de l'immobilier en région nantaise. Si on fait le rapport entre le montant de la dette, 350 000, et le montant des revenus, ce qui correspond à peu près au PIB de la France, on a un rapport de 10. D'accord? Vous suivez? Si on ramène ça en pourcentage, ça fait 1000%. Vous imaginez un banquier dire à son client, écoutez, pas de problème, vous avez un excellent ratio de dette,
vous avez 1000% de taux d'endettement, donc on va vous prêter. Non, bien sûr que ça n'a aucun sens, et personne n'utilise un ratio de ce type. En gestion, on fait des flux sur flux, ou du stock sur stock, mais on ne fait pas, comme ici, une variable de stock sur un flux annuel. Vous voyez, le stock, c'est le cumul de toutes les dettes depuis 1974 à peu près. D'accord? Donc ça, c'est un stock. Et le PIB, c'est un revenu annuel. Hein? Donc il faut bien avoir ça à l'esprit. C'est pas du tout de même nature. Hein? Bon, donc qu'est-ce qu'on va faire avec ce brave couple qui vient emprunter? On va lui dire quels sont vos revenus, vous ne devez pas dépenser plus de 30% de votre revenu pour votre logement. C'est à peu près les ratios que l'on a, 30, 33%, un tiers. Voilà, donc on fait flux sur flux. Mais on ne fait pas du tout ce type de rapport. Voilà, donc il faut se méfier de ce... En termes de gestion, ça ne veut rien dire. C'est un ratio qui est extrêmement critiquable, même s'il est évidemment très très utilisé. Bon, vous connaissez l'expression, peut-être quand je me regarde, je me désole, mais quand je me compare, je me console. Alors, comparons-nous, on va voir si on se console. Je suis sur la dette des administrations publiques au sens de Maastricht pour tous les pays pour lesquels, qui sont dans l'Union européenne. Hein. Donc, ce n'est pas forcément le cas des États-Unis, du Japon et aujourd'hui du Royaume-Uni. Mais bon, vous voyez la France, on est donc à 116%, bon, c'est le chiffre que je viens de vous donner. On est un peu en dessous des États-Unis, très en dessous du Japon. La dette publique japonaise est à 233% du PIB, c'est le double de la dette de la France. La zone euro, on est en dessous de 100%, grâce à l'Allemagne, hein, le pays auquel on se réfère en permanence. Il se trouve que c'est le meilleur élève de la classe, quoi, mondial même, je dirais. Donc c'est vrai que ça ne vous aide pas vraiment quand on se compare à ce pays. Ils sont à 70% simplement de dette publique. Covid passé, quoi, hein, parce que là on est au 3e trimestre 2021, hein, d'accord? Donc ils ne sont pas très loin de Maastricht, eux, puisque Maastricht c'est 60. Bon. Nous, on est à 2 fois Maastricht, à peu près. On fait mieux que l'Italie, qui a une dette publique à 155% du PIB. On est à peu près au niveau de l'Espagne. Hein, l'Espagne a vu sa dette publique augmenter fortement ces 2 dernières décennies, alors que c'était un exemple en Europe il n'y a pas si longtemps encore. Hein, mais avec la crise des subprimes, la crise immobilière en Espagne qui a fait plonger tout le marché de l'immobilier, eh bien l'État s'est substitué finalement aux entreprises défaillantes et c'est elle qui a récupéré la dette, quoi. Bon, et le Royaume-Uni, un peu en dessous de nous, bon voilà, c'est pas terrible, mais c'est pas non plus la cata absolue, quoi. Hein. Alors, je vous disais, quand on parle de dette, en fait, et qu'on ne précise pas, on sous-entend dette publique. Qu'est-ce qu'il en est de la dette privée? Voilà. Est-ce que vous avez, vous, une idée de la dette privée en France? Ça, c'est intéressant. Hein, on n'en parle jamais. Hein. Pour trouver l'information, il faut la chercher. Hein. Bon, AMF, c'est les agents non financiers, c'est-à-dire en gros les ménages et les entreprises. Compte non tenu des banques. Le système bancaire, savoir quelle est la situation, l'endettement des banques, c'est pas non plus une information facile à obtenir. Bon, mais restons au moins sur ces 2 types. Voilà. En bleu, vous avez la dette publique, le graphique que je vous ai montré tout à l'heure, et en orange, vous avez la dette des agents non financiers, qui est toujours supérieure. Hein, et qui est aux alentours de 150% du PIB. D'accord? Bon, ça. Alors vous allez me dire, oui, mais est-ce que le risque porte uniquement sur la dette publique, en fait? Bon, on s'en fout de la dette privée si effectivement il n'y a aucun risque sur la dette privée. L'histoire nous a montré que ce n'était pas forcément vrai. La crise des subprimes, c'est une crise immobilière qui vient de la dette privée. Hein. Evergrande, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité de ce groupe immobilier chinois, c'est 260 milliards de dettes, hein, donc à peu près 10% de la dette française, c'est un groupe chinois privé. La dette des étudiants américains, dont on a beaucoup parlé ces dernières années, c'est environ 2000 milliards de dollars. Hein, 2000 milliards de dollars. Bon, c'est pas tout à fait la dette publique de la France, mais quand même, c'est pas rien. Hein. Bon, c'est aussi une dette qui a posé des problèmes, parce que les étudiants américains n'étaient pas tous solvables, etc., etc. Donc le risque peut venir aussi de la dette privée. Hein.
Et d'ailleurs, le Haut Commissariat aux finances publiques s'intéresse quand même de plus en plus à l'évolution de cette dette privée, hein, et notamment de la dette des entreprises qui a beaucoup augmenté, je vais y revenir. Mais voilà, elle, non seulement elle fait l'objet d'aucune critique, mais elle est même vivement encouragée. Il y a sur nos écrans de télévision régulièrement des publicités pour nous inciter à nous endetter, à emprunter, que ce soit à travers les crédits immobiliers, dont les taux sont très avantageux en ce moment, ou le crédit à la consommation. Vous voyez, si vous voulez acheter un vélo, peut-être électrique, une piscine symbolisée par cette petite bouée, changer de voiture, changer de maison, faire des travaux d'aménagement, etc., bah, écoutez, solliciter un crédit à la consommation. Bon, alors, si je fais la même chose, je me compare aux autres en matière de dette privée. Donc, je suis encore en dessous des États-Unis, encore également du Japon, un peu au-dessus au niveau de la zone euro et de l'Allemagne, 108%, la dette privée allemande, mais c'est vrai que la dette immobilière en Allemagne est beaucoup plus faible qu'en France. La dette immobilière en France est très élevée pour les ménages, 66% du PIB, parce que l'accession à la propriété en France est recherchée depuis déjà au moins Giscard d'Estaing, donc ça date un peu, alors qu'en Allemagne, par exemple, il y a beaucoup plus de locataires que de propriétaires. Donc ça diminue aussi le ratio de dette des ménages. Et donc la dette des entreprises, en France, vous voyez, c'est 82% du PIB. Elle a augmenté tendanciellement ces dernières années. Et vous comprenez bien que les taux d'intérêt, lorsqu'ils sont très bas, comme c'est le cas actuellement, ben ça encourage évidemment la dette des ménages pour l'immobilier et la dette des entreprises également, qui préfèrent se financer par la dette plutôt que par des capitaux propres, comme on dit en gestion. Voilà, donc bon, on est quand même au-dessus de l'Italie, quand même, assez nettement au-dessus de l'Italie, de l'Espagne également, mais avec l'Espagne, il y a eu une substitution, je vous ai dit, de la dette privée espagnole vers la dette publique espagnole, donc la dette privée espagnole a baissé, là on le voit d'ailleurs sur un an aussi, mais c'était encore plus vrai il y a à peu près une dizaine d'années que le basculement s'est fait. Et on est à peu près au niveau du Royaume-Uni, quoi. Bon, vous voyez, ça remonte un peu le moral quand même. Donc, je vais consolider les deux dettes maintenant, privée-publique, et je regarde notre situation. Bon. On est toujours en dessous des États-Unis, très nettement en dessous du Japon. Mais le Japon, c'est quand même assez incroyable. On ne parle jamais du niveau d'endettement du Japon, alors que c'est le pays le plus endetté au monde. Et ça ne pose aucun problème aux Japonais, ni aux dirigeants japonais. Je reviendrai sur ce point un peu plus tard. Voilà, on est donc, nous, aujourd'hui, au niveau de l'Italie, en dette consolidée, privé plus public. On est à peu près au niveau de l'Espagne et un peu au-dessus du Royaume-Uni. Voilà, ça vous donne un peu quand même un ordre d'idée que vous n'aviez peut-être pas sur notre endettement. Et si on regarde au niveau global, mondial, aujourd'hui, le FMI, le Fonds monétaire international, estime, c'est pas facile forcément à apprécier, donc c'est un ordre d'idée, le niveau d'endettement se situerait aujourd'hui aux alentours de 226 000 milliards de dollars, soit environ 256% du PIB mondial. Voilà. Donc c'est-à-dire que le monde pourrait rembourser en 2 ans et demi la totalité de sa dette. D'accord ? Mais ça supposerait que toutes les richesses créées sont affectées au remboursement de la dette. Et ça, est-ce que c'est souhaitable ? On va en reparler parce que c'est quand même une question de fond par rapport à des situations d'urgence, d'investissement dans le domaine climatique, la transition écologique, la crise sociale, et j'en passe et des meilleurs. Voilà, rembourser une dette, c'est un renoncement quand même. Bon. C'est refuser de se projeter dans le futur. C'est pas neutre. Bon. Donc la seule dette des gouvernements représente, au niveau mondial, près de 40%. Bon, nous, on a vu que la dette publique de l'État est quand même très nettement supérieure dans nos pays. Mais là, on est au niveau mondial, et dans beaucoup de ces pays, l'État, quand même, est très faible. Donc c'est normal qu'il n'y ait pas beaucoup de dettes encore des gouvernements dans un certain nombre de pays. Bon, question, c'est pourquoi j'ai préparé cette intervention. Comment réduire la dette publique? Non, je me limite à la dette publique, je laisse tomber la dette privée pour ce soir. Je mets entre parenthèses, faut-il réduire la dette publique? Si oui, dans quelle proportion, comment, sur quelle
échéance. Bon. Parce qu'il y a un arbitrage à faire entre présent, passé, mais aussi futur. Hein. Encore une fois, il faut aussi avoir ça à l'esprit. Alors, on pourrait se dire, est-ce qu'on aurait pu ne rien faire? Après tout, par le passé, des crises comme celle qu'on a vécue, la crise du Covid, les États n'intervenaient pas. Hein. Regardez cette citation que je trouve assez extraordinaire du secrétaire d'État au président américain Hoover. Nous sommes en 1931, en pleine crise de 29. Hein. Voilà ce qu'il écrit. Liquider le travail, liquider les actions, liquider les agriculteurs, liquider le secteur immobilier. Ça veut dire en gros laisser le marché du travail s'effondrer, hein, avec le chômage, la baisse des salaires. Liquider les actions, laisser le marché financier s'effondrer, chute des cours des actions. Liquider les agriculteurs, là c'est plutôt les marchés des matières premières qu'on laisse s'effondrer. Liquider le secteur de l'immobilier, c'est évidemment les prix de l'immobilier. Voilà. Cela, là, il ajoute, nous sommes en 1931, aujourd'hui personne n'oserait utiliser des termes comme ça. Cela purgera la pourriture qui infecte le système, le coût de la vie trop élevé et le niveau de vie excessif baisseront, les gens travailleront plus dur, ils mèneront une vie plus morale. Les valeurs trouveront un niveau d'ajustement et les gens entreprenants ramasseront les débris abandonnés par les moins compétents. Hein? Bon, c'est pas n'importe qui, hein, c'est le ministre de l'économie, hein, le secrétaire au Trésor. Alors il y a deux choses qu'il faut retenir. Il y a quelque chose de très judéo-chrétien, de très religieux. Hein. Ils mèneront une vie plus morale. Bon. Comme si ceux qui allaient payer le prix de cette crise, déjà dans les années 30, étaient ceux qui l'avaient commise. Ce qui est évidemment loin d'être le cas. Bon. Donc, ils mèneront une vie plus morale, plus ascétique. Hein. C'est très protestant aussi, sans doute. Hein. Bon. Mais il y a cette dimension religieuse, et l'économie a quelque chose à voir avec le religieux, finalement. Hein. On a parfois tendance à l'oublier. Et l'autre idée, c'est laissons finalement la situation être régulée par le marché lui-même, sans intervention de l'État. Voilà. L'ajustement va se faire automatiquement. Et on est dans cette vision libérale de l'époque, hein, néoclassique, comme on dit en théorie économique, où finalement on considère que l'économie fonctionne un peu comme la physique, quoi. Hein. Ça fonctionne parfaitement, pour peu que l'on se garde d'intervenir. Donc l'État est absent de toute régulation. Voilà. Avec le succès que l'on sait, puisque derrière il y a la montée du nazisme en Allemagne, et puis ça débouche sur la Deuxième Guerre mondiale quand même, hein, cette situation. Bon, mais c'était l'esprit de l'époque. Il y a un économiste dont je vais vous parler un petit peu aujourd'hui, qui est Keynes, qui est le grand économiste de cette première partie du XXe siècle, qui va aller voir le président Hoover, déjà dans ses débuts des années 30, avant même d'avoir publié sa théorie générale, et qui essaye de l'inciter à accepter de prendre des mesures de régulation pour éviter l'effondrement total du système américain. Bon. Et Hoover ne va pas beaucoup l'écouter. Un tout petit peu, mais très peu. Il va falloir attendre les élections suivantes avec Roosevelt et le fameux New Deal, où là va s'enclencher une autre approche de la politique économique. Je vais y revenir. 90 ans plus tard, Joe Biden, donc l'actuel président des États-Unis, il vient d'être élu, dit « La recherche économique montre qu'en période de taux d'intérêt très bas, et c'était le cas, et c'est toujours le cas d'ailleurs, des mesures de relance immédiates, même financées par la dette, sont justifiées. » Donc là, c'est un changement total d'analyse sur le plan économique. Alors, regardons comment les outils de politique économique ont évolué. Alors les deux outils que je vous présente ici, c'est la politique monétaire et la politique budgétaire. Je vais être très très rapide, mais la politique monétaire, c'est l'idée de dire que la Banque centrale, elle peut agir pour faire baisser les taux, ses taux directeurs, en situation de crise. Parce que ce n'est pas la peine d'avoir des taux très élevés quand l'économie s'effondre. Au contraire, il faut baisser les taux pour inciter les investisseurs à investir, les ménages à s'endetter pour essayer de relancer l'activité économique. Ça, c'est la politique monétaire. Bon, pour nous, aujourd'hui, c'est la Banque Centrale Européenne, j'y reviendrai, on n'a plus notre monnaie. Donc c'est la BCE qui est en charge de cette politique. Et c'est ce qu'elle a fait. Hein, depuis 2012, depuis 10 ans, c'est ce qu'elle a fait.
Et puis il y a le volet budgétaire, c'est-à-dire accepter de creuser les déficits en situation de crise. Alors c'est pas forcément très, très sain et facile à entendre, mais l'État a les moyens, par une politique budgétaire volontariste, de soutenir l'économie et éviter un effondrement encore plus profond de l'économie. Et ça veut dire accepter les déficits. Et donc potentiellement l'accroissement de la dette. Et Keynes, là-dessus, il était très clair. Il dit, lorsque la situation sera réglée, il sera temps, à ce moment-là, en situation de croissance, de réduire ces mêmes déficits et cette dette. Alors, on va dire, oui, mais nous, le problème, c'est que, en dehors des situations de crise, on n'a pas réduit notre dette. Ce qui est vrai. Mais ce n'était pas l'esprit de Keynes. Keynes, c'était vraiment, dans l'urgence de la crise, il fallait accepter des déficits et, par la suite, essayer de les réduire. Voilà, ça c'est les deux principaux outils. Alors, donc, dans les années 30, nous sommes donc dans cet environnement libéral que j'ai décrit tout à l'heure, neutralité budgétaire, neutralité monétaire. On n'intervient pas. D'accord? Bon. Si on regarde maintenant l'environnement dans lequel on est, que je qualifie de néolibéral, même si à mon avis la parenthèse néolibérale est en train doucement de se refermer sur le plan de la théorie économique. Bon, c'est pas l'objet de la discussion de ce soir, mais disons que le néolibéralisme a culminé à partir des années 80, l'élection de Ronald Reagan. Reagan, il dit, lors de son discours d'investiture, je crois, il dit, ne demandez pas à l'État de résoudre votre problème, parce que votre problème, c'est l'État. Vous voyez ce que l'on a fait là, en 2021, dans tous les pays. Tous les pays, quasiment, ont laissé filer leur déficit pour soutenir l'économie. Bon. Alors, lors des subprimes, le président de la Fed, Ben Bernanke, qui est un brillant économiste, qui avait beaucoup travaillé sur la crise de 29, avait constaté que lors de la crise de 29, l'erreur majeure avait été de ne pas faire de politique monétaire accommodante, donc de ne pas baisser les taux. Donc il a dit, on ne refait pas la même erreur, cette fois-ci, on baisse les taux. C'est ce qu'on appelle une politique accommodante. D'accord ? Bon, c'est les États-Unis qui l'ont inauguré dès 2008-2009. Nous, on a attendu que Trichet soit parti, que Mario Draghi soit arrivé pour le faire. Donc en 2012 à peu près. Bon, mais on l'a fait. Par contre, en Europe, il y a eu très très rapidement un retour à l'austérité budgétaire, demandé aux Grecs, par exemple. Bon. Ça a provoqué une crise d'ailleurs assez violente en zone euro. Je ne sais pas parler de la Grèce, de la dette grecque, mais au moment où la crise grecque s'amorce, là, au début des années 2010, on est peut-être à 120% de dette publique par rapport au PIB. Et aujourd'hui, on est à 210%. Malgré toutes les mesures qui ont été prises pour essayer d'alléger le fardeau, mais non, l'austérité budgétaire de 10 ans a tué l'économie grecque. Bon. Et là, bizarrement, on fait une politique ultra accommodante. Et d'ailleurs, si vous suivez l'actualité en ce moment, on s'interroge pour savoir si on va la poursuivre ou pas, cette politique, parce que l'inflation est en train de renaître de ses cendres. Et donc, Christine Lagarde annonce une possible prochaine remontée des taux directeurs. Je vais en reparler tout à l'heure. Bon, mais jusqu'à ce jour, en tous les cas, en zone euro, la politique monétaire reste très très accommodante et les taux restent très très bas. Et puis, c'est le fameux quoi qu'il en coûte de notre président de la République, aussi au niveau budgétaire. Et c'est ça qui a généré donc, les 400 milliards de dettes supplémentaires. Alors, je me suis dit, est-ce que je mets cette équation ou pas? Bon, je l'ai laissée. En fait, elle est très simple. Tous les étudiants en gestion et en économie connaissent évidemment cette équation qu'on pourrait dire c'est une équation coût-bénéfice. Assez simplement. Donc vous avez C0, avec un signe moins, c'est la dépense initiale, la dépense que l'on fait aujourd'hui. Et puis vous avez un plus, avec un signe somme, CF, ça veut dire des cash flows, enfin des flux de trésorerie, bon, bref, des gains, voilà, ou des économies de coûts que l'on va réaliser dans le futur. Voilà, donc vous faites une analyse intertemporelle entre combien ça me coûte aujourd'hui, combien ça va me rapporter demain. Prenons l'exemple d'un agriculteur qui veut changer son tracteur. Il dit, ça me coûte 100. Pendant 10 ans, ça va me rapporter 10. Donc, la 11e année, mon investissement est rentable. Bon.
Sauf que l'agriculteur commet une petite erreur, il ne tient pas compte de ce que l'on appelle le taux d'actualisation. C'est-à-dire que 10 dans 10 ans n'aura pas la même valeur que 10 aujourd'hui. Donc il faut actualiser. Voyez, et le taux d'actualisation, là, petit i, finalement, comment le dire, c'est la représentation que vous avez du futur, la valeur que vous donnez au futur. Si vous dites i égale 0, par exemple, ça veut dire le présent égale le futur. La valeur du futur est égale à la valeur du présent. D'accord? Si vous dites i est positif, vous dépréciez le futur, en fait. Parce que vous voyez que le petit i, il est au dénominateur. Donc si il augmente, eh bien votre numérateur va baisser. D'accord? Donc ça c'est très important parce que l'actualisation, en fait, c'est un peu psychologique. Hein. Quelle représentation a-t-on du futur? Là, par exemple, avec ce qui se passe en Ukraine, aujourd'hui, des risques de conflit, on peut penser que ce petit i a augmenté, parce que la prime de risque par rapport au futur augmente. Et si les bourses ont beaucoup chuté aujourd'hui, hein, c'est aussi parce que ça a été pris en compte, anticipé par les marchés, cette situation. Alors c'est justifié ou pas justifié, on verra dans 6 mois peut-être que ce sera oublié tout ça, mais vous voyez, ce taux d'actualisation, c'est vraiment une représentation que l'on a du futur, et de la confiance que l'on a dans l'avenir. Hein. Bon, bref, si vos cash flows, ou votre trésorerie, ou vos gains sont supérieurs à votre dépense initiale, actualisée, eh bien vous avez un gain net. Et vous vous dites, j'investis. Voilà. Si les gains sont supérieurs au coût, j'investis. Si par contre les gains futurs sont inférieurs au coût initial, je n'investis pas. Je vous donne deux exemples pour illustrer ça. La crise écologique climatique. Il y a eu un rapport très important en 2006, et le rapport Stern. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est pour ça que je dis l'inaction a un coût. Hein? Ce rapport dit, on peut ne rien faire. Et si on ne fait rien, on aura une perte d'au moins 5% du PIB chaque année. C'est-à-dire, je n'engage pas de dépenses aujourd'hui, je ne fais rien. D'accord? Bon, il dit les estimations des dommages pourraient s'élever à 20% du PIB chaque année. Vous vous rendez compte? Un point de PIB, c'est 25 milliards. À peine 25. Donc vous imaginez 20% de PIB, ce que ça représenterait comme coût. Donc, il dit en revanche, les coûts de l'action, donc on intervient, à savoir réduire les émissions de gaz à effet de serre pour éviter les pires conséquences du changement climatique, peuvent se limiter à environ 1% de PIB mondial chaque année. Vous voyez? Donc on fait un calcul économique entre ce que ça nous coûte aujourd'hui et l'économie de coût que l'on va avoir demain grâce à l'investissement qu'on fait aujourd'hui. Donc, investissons dans l'écologie, hein, c'est un peu ça qu'il faut retenir, pour réduire les dommages demain. Voilà, c'est ce type de raisonnement qu'on fait. Alors je ne dis pas qu'on investit à hauteur des besoins en fait, hein, et des risques que l'on supporte, mais tout le monde a conscience qu'il faut investir. Hein, je reviendrai sur le prêt que fait l'Europe en son nom de 750 milliards. Il est fléché ce prêt, et il est fléché notamment sur des investissements écologiques. Parce qu'on a quand même cette conscience que moins on fera, et plus on prend le risque d'avoir des coûts demain insupportables. Bon, deuxième exemple, la crise sanitaire. On a dit, si on vaccine tout le monde, ça nous coûte 50 milliards de dollars, et ça représente une économie de coût de 30 000 milliards de dollars. Donc, faisons-le. On ne l'a pas fait d'ailleurs, hein, aussi bien. Mais vous voyez, voilà, parce que le coût est très faible au regard des économies de coût demain. Bon. Eh bien, pour la crise sanitaire, c'est exactement ce qui s'est passé. On s'est dit, si on ne fait rien, eh bien, ce sera pire demain. Donc, agissons. Et on a très largement agi, puisque rien que la dette Covid, on l'estime à 260 milliards, à la fois sur l'État et sur les comptes sociaux, quoi. 150 milliards sur l'État et le reste à peu près sur les comptes sociaux. Donc on s'est dit, il faut le faire, quoi. Donc, et je pense que c'était la bonne décision à prendre. Parce qu'aujourd'hui, dans quel état serait notre économie et notre tissu social, qui est déjà quand même un peu abîmé, si on n'avait pas fait ça. Hein. Bon, il n'empêche qu'on oublie très vite, quoi. Et que dès aujourd'hui, il y en a qui nous disent « La France vit au-dessus de ses moyens ». Attendez, on a traversé 2 crises. Ces 2 crises, c'est peut-être 1000 milliards dans les 2 cas. Les Français ne sont pas responsables.
La crise financière, c'est pas une catastrophe naturelle, quand même. Hein. Derrière, il y a des responsables, qui n'ont pas payé d'ailleurs. Hein. Très très peu. Ben Bernanke, il a écrit, il a regretté que les coupables n'aient pas été sanctionnés. On a pris des mesures de restriction budgétaire. Par exemple, le gel du point d'indice dans la fonction publique. Voilà, 2010. Bon. On l'a fait à ce moment-là parce qu'on s'est dit qu'il faut revenir à une forme d'austérité budgétaire. Donc on a fait payer aux agents de service public, finalement, quelque chose pour lequel ils étaient totalement étrangers, absolument pas responsables. Bon. Et on s'étonne de l'état de délabrement de nos services publics 12 ans après, quoi, du manque d'attractivité des métiers, etc. etc. Bon, alors, on va avoir deux approches. L'approche orthodoxe, enfin, que je qualifie d'orthodoxe, je ne sais pas trop comment l'appeler, on va dire. Je mets ça entre guillemets. Le remboursement de la dette. On rembourse la dette, sinon rien. Bon. Voilà ce qu'a dit Édouard Philippe, par exemple. J'ai pris cet exemple, j'aurais pu en prendre beaucoup d'autres. Lors de la création de son mouvement, en octobre dernier, son mouvement Horizon. Penser que la dette publique n'est plus un problème est une pure folie. Porter une forte dette, c'est dépendre de ses créanciers, perdre ses marges de manœuvre, ne plus être maître de son destin. Vous voyez, le discours est clair. Et donc, parmi les défenseurs de cette approche orthodoxe, entre guillemets, on va trouver les grands argentiers du monde, les grandes organisations internationales, type FMI, OCDE, Union européenne, Banque centrale, Christine Lagarde, on va voir, ou François Villeroy de Gallo, qui est le directeur de la Banque de France. Vous voyez, beaucoup de ministres, Bruno Le Maire, par exemple, est sur cette ligne-là. Voilà, je ne suis pas sûr de les avoir cités tous, mais en tous les cas, ils en font partie. Alors, selon quelle modalité? Vous savez, quand on a un problème, on crée une commission, hein, comme on dit en France. Donc, on a créé une commission sur l'avenir des finances publiques que l'on a confiée à Jean Arthuis. Alors, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de France, Jean Arthuis a été ministre de l'économie ou du budget de Jacques Chirac au début des années 2000 ou à la fin des années 90, je ne sais plus exactement. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir un peu la lettre de mission que l'on confie à cette commission. C'est le retour à l'équilibre des comptes. Donc, l'équilibre des comptes, ce n'est pas la dette, hein, c'est le déficit. D'accord ? C'est le flux annuel de déficit qu'il faut réduire, corriger et peut-être amener à zéro, voire même peut-être, pourquoi pas, dégager un excédent. Dans un objectif de stabilisation de la dette, puis de réduction progressive de notre dette. On ne donne pas forcément de chiffres non plus. Hein. On est à 115%. Est-ce qu'on revient à Maastricht, 60%? Donc il faut la diviser par 2. 60 points de PIB à 25 milliards le point. Vous imaginez, ça va être douloureux quand même. Hein. Bon, non. Je crois que personne ne pense ça, qu'on puisse revenir à 60% du PIB. Même revenir à 100%. Hein. 15 points. 25 milliards le point, bon, ça va aussi être douloureux. Bon, alors ce qui est intéressant, c'est qu'il ajoute ces travaux intégreront notamment l'objectif de pérennisation des baisses des prélèvements obligatoires. Ah, ça, c'est un point aussi extrêmement important à garder en mémoire pour la suite. C'est-à-dire que si on revient à l'équilibre, ça ne peut se faire que par la baisse de la dépense publique et pas par l'augmentation des recettes fiscales, puisqu'on exclut les prélèvements, une hausse des prélèvements obligatoires. Puisqu'ils sont élevés, c'est vrai. Bruno Le Maire, donc ministre de l'économie, peu de temps après, dit voilà, le remboursement de notre dette doit s'appuyer sur 4 piliers: la croissance, le rétablissement des finances publiques, le cantonnement de la dette et les réformes de structure. Donc je reprends chacun de ces points. La croissance. Voilà notre profil de croissance depuis 1950. On a eu une période bénigne, au moins en termes de croissance. On avait 5-6% de croissance par an. Plus facile de rembourser une dette à 5-6% de croissance qu'à 1-1,5%, comme c'est le cas aujourd'hui, hors crise, puisqu'avec la crise, on a plongé à -8%. Hein. Bon. Mais on a remonté à +7%. Voilà, on a à peu près effacé notre année 2020. Bon. Alors, est-ce qu'on peut espérer, avec 1,5 point de croissance, donc 25 milliards plus 12,
37, allez, on arrondit à 40 milliards de croissance en volume, est-ce qu'on peut espérer rembourser notre dette, sachant qu'on a quand même des dépenses nouvelles à financer. Bon. Rien que pour la transition écologique, selon la Commission européenne, il faudra mobiliser environ 25% du PIB sur une décennie. Ce qui fait à peu près 2 à 3% du PIB chaque année. Donc déjà, rien que pour prendre au sérieux la question de la transition écologique, il faut aller au-delà de notre potentiel de croissance. Voilà. Bon. Sans parler du reste. Le rétablissement des finances publiques, donc le seul public, c'est les recettes moins les dépenses, c'est aussi simple que ça, sachant qu'on est sur l'État, les collectivités et la sécurité sociale, toujours. Si on veut revenir vers zéro, il faut augmenter les recettes ou baisser les dépenses. Et où? Alors, si on augmente les recettes et si on baisse les dépenses, on va améliorer beaucoup plus le solde public que si on maintient les recettes et qu'on joue simplement sur les dépenses. Bon. La philosophie de la commission Arthuis, c'est de ne pas augmenter les prélèvements obligatoires. Donc, le gouvernement l'a dit, l'a affiché, et je pense que ça va être réaffirmé lorsque Emmanuel Macron entrera en campagne, dans quelques jours. Maintenant, le gouvernement entend poursuivre sa politique de baisse des prélèvements obligatoires. Suppression progressive de la TH, la taxe d'habitation, elle est en cours. Remplacement de l'ISF par l'IFI, ça s'est fait déjà depuis le début du mandat. La flat tax sur les revenus du capital, c'est fait aussi, 30%, la baisse de l'IS, on est passé à 25% je crois cette année, on était à 33% l'année dernière, et la baisse des impôts de production. Ça c'est le dernier truc à la mode, qui est défendu par le MEDEF, la baisse des impôts de production, c'est 10 ou 20 milliards par an. Hein, presque un point de PIB. Hein. Bon, donc l'ajustement ne peut se faire que par la baisse de la dépense publique. Donc moi je pose simplement la question, quelles dépenses publiques faut-il réduire dans un contexte de crise sanitaire qui a révélé l'importance des services publics, santé, éducation, R&D. Vous avez appris que le groupe Sanofi venait de sortir son vaccin anti-Covid. Ouais. Bon, donc ça c'est la question des services publics. Hein. On est quand même au cœur d'une crise assez profonde, à la fois en termes d'attractivité, je l'ai dit, et aussi d'investissement. J'aurais pu mettre la sécurité, la police, sans oublier la justice, qui est aussi un secteur particulièrement sinistré en France. Bon, en plus, il faut réaliser les investissements d'avenir. Face au réchauffement climatique, la question de la transition écologique. Ces investissements, ils sont devant nous, il va falloir les faire, donc les financer. Bon. Et puis, la question des inégalités sociales et territoriales, la précarité, tout ça a été aussi éprouvé par la crise. Bon. Donc on se dit quand même l'équation va être difficile à tenir. Hein. Alors, troisième point, Bruno Le Maire dit on va confiner la dette. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va l'isoler, quoi, en fait. Bon. Et c'est ce que dit Bruno Le Maire. L'État doit isoler cette dette par souci de transparence et savoir exactement quelle est la part de la dette qui correspond aux dépenses qui nous ont été imposées par la crise. D'accord? Bon. Donc, il faut déjà être capable de l'évaluer. Donc, est-ce que c'est 260 milliards, comme j'ai dit tout à l'heure? Est-ce que c'est plus? Bon, ça, c'est un travail de spécialiste. Disons qu'on va peut-être réussir à déterminer son montant assez précisément. On va la cantonner, et après, il va falloir affecter des ressources pour la financer. Alors, vous savez peut-être que déjà, depuis 1995, il y a la fameuse CADES, hein, CRDS, où il y a un prélèvement qui nous est fait pour rembourser la dette sociale. Ça doit arriver à son terme en 2024. Donc une des idées, c'est de dire on prolonge de 10 ans. Voilà. Donc ça c'est en discussion, je ne suis pas sûr que la décision ait été prise, mais là où ça pose problème, c'est que c'est une augmentation d'impôts de fait. Ça contrevient au discours qui consiste à dire on n'augmente pas les prélèvements obligatoires. Mais bon, c'est une des pistes qui est envisagée aujourd'hui, et aussi éventuellement d'affecter une partie de l'IS, de l'impôt sur les sociétés, pour essayer de rembourser progressivement dans le temps cette dette Covid. Enfin, Bruno Le Maire dit les réformes de structure. Donc là, on est au cœur de la pensée néolibérale en fait.
Ça concerne tout un tas de domaines qui ont été largement investis ces 30 dernières années. C'est la question du marché du travail, de sa nécessaire flexibilité. Il y a eu énormément de lois, la dernière étant la loi travail, je crois, au cours de ce quinquennat. La baisse du coût du travail qui passe non pas par la baisse des salaires, mais plutôt par la baisse des cotisations sociales, qui est privilégiée. Les impôts de production, j'en ai parlé. C'est la question de notre système de protection sociale, de la réforme des retraites. Je crois que Didier y a fait allusion tout à l'heure dans son introduction. C'est vrai qu'on sent que les retraites sont au cœur de ce programme d'économie. Éventuellement les dépenses de santé aussi, peut-être dans une moindre mesure. Les réformes de structure, c'est aussi la question de la formation, donc l'éducation. Là, il y a des choses de fait dans les écoles primaires pour les tout petits, le dédoublement des classes, etc., etc. Bon, ça c'est la formation initiale, mais il y a aussi la question de la formation professionnelle avec un succès quand même assez important du nombre d'apprentis en France, qui a augmenté quand même pas mal ces dernières années. C'est aussi donc la question de la baisse de la dépense publique. J'ai parlé du gel du point d'indice. La question des effectifs, même si avec la crise sanitaire, cette question est moins à l'ordre du jour que lors de la précédente campagne présidentielle, je ne sais pas si vous vous souvenez, où là il y avait des annonces assez radicales de 250 000 postes supprimés, je crois que c'était François Fillon. Là, je crois que c'est Valérie Pécresse qui est la plus en pointe sur la question de la réduction des effectifs, mais on n'est pas sur les chiffres de François Fillon d'il y a 5 ans. Parce que la crise sanitaire aussi est passé par là et qu'on se rend compte que le CARE, comme on dit, on a besoin d'avoir aussi des personnes dans les services publics. Bon, et puis c'est là ce qu'on appelle en termes économiques la politique de l'offre. Bon, donc ce que je dis, c'est que d'après moi, ce qui est aujourd'hui au cœur de ce programme d'économie, de la dépense publique, c'est notre système de protection sociale. C'est pas nouveau, et en particulier la réforme des retraites. Et ce que j'ai ajouté, parce que j'ai retrouvé ça m'a paru intéressant, le Conseil de l'Union européenne, dès 2019, avant la Covid, appelait la France à réformer son système de retraite pour uniformiser progressivement les règles des différents régimes en vue de renforcer l'équité et la soutenabilité de ces régimes. Bon, ça fait penser un peu à la réforme à points qui était dans les cartons d'Emmanuel Macron quand il a été élu et qu'il a abandonné là récemment, en fait. Mais la question quand même de l'équilibre de notre régime de retraite, elle reste posée. Et dans le cadre du prêt européen de 750 milliards, il y a une recommandation également de l'Europe pour que cette question de la réforme des retraites soit à l'agenda de la France. Voilà, là j'ai trouvé un article récemment, là vous voyez, le mois dernier, le grand défi qui attend le prochain chef d'État, c'est les Échos. Il fait référence au think tank l'Institut Montaigne, que vous connaissez peut-être, qui est plutôt d'obédience libérale, bon, qui s'exprime à nouveau sur la question de la réforme des retraites, reculer l'âge de départ à la retraite de 2 ans et 6 mois, donc on revient sur une réforme paramétrique, on joue sur les durées et non pas systémique comme l'était la réforme à points, initialement prévue, donc augmentation de départ de l'âge à la retraite de 2 ans et 6 mois, donc on est à 62 aujourd'hui, on sera à 64, voire 65, ça rapporterait 17 milliards sur 5 ans, etc. Modération des hausses des dépenses d'assurance maladie, voire la réduction des effectifs de l'État, ou la baisse de dépenses affectées au sport, au loisir, à la culture. Voilà. Donc on est un peu... Bon là c'est un think tank qui émet des vœux, des propositions, après les candidats s'en emparent ou pas, c'est autre chose. Bon, deuxième approche, à l'opposé de la première, clairement, c'est l'approche hétérodoxe, ou les approches hétérodoxes. Bon, il y a eu, il y a un an à peu près, une tribune dans le Monde, signée par 150 économistes, qui plaident en faveur de l'annulation de la dette Covid. Pas l'annulation de la dette. L'annulation de la dette totale, c'est 2800 milliards. La dette Covid, c'est quand même beaucoup moins. Bon, mais a émis cette proposition en disant l'annulation de la dette Covid permettrait aux États de lancer des nouveaux programmes d'investissement
d'un montant équivalent pour financer la transition écologique et réparer la casse sociale, économique et culturelle. Parmi les signataires, il y avait quelqu'un que vous connaissez sans doute, Thomas Piketty. Bon, alors, dans l'histoire, est-ce qu'il y a déjà des situations où les dettes publiques ont été annulées? Ça, c'est intéressant. Alors, on connaît, enfin les étudiants en économie connaissent tous le code de Hammurabi, hein, c'était dans la lointaine Mésopotamie, en 1750 avant Jésus-Christ. On a retrouvé les 200 articles du code il y a à peu près un siècle, hein, c'est assez récent. Et c'est l'article 48 là, que j'ai repris, et qui dit « Si un homme a été tenu par une obligation productive d'intérêt, et si l'orage a inondé son champ et emporté sa moisson, ou si faute d'eau le blé n'a pas poussé dans le champ, dans cette année, il ne rendra pas le blé au créancier, trempera dans l'eau sa tablette, donc comme c'était des tablettes en argile, vous voyez ce que ça veut dire, on efface purement et simplement la dette, et ne donnera pas l'intérêt de cette année. » D'accord ? Bon, donc c'est quelque chose de très très ancien. Même dans les religions monothéistes, on retrouve cette idée de l'annulation des dettes, du jubilé des dettes. Bon, alors je trouvais ça intéressant. Alors là, on est sur une catastrophe naturelle. Bon, personne n'est responsable. Encore une fois, je ne dirais pas que dans le cas de la crise de 2008, on soit dans ce cas-là. Hein, ce n'est pas une catastrophe naturelle. Est-ce que la crise du Covid, on peut la considérer comme une catastrophe naturelle ou pas? C'est discuté. Je n'ai pas la réponse. Il y en a qui disent non, c'était finalement assez prévisible, compte tenu d'un certain nombre d'éléments liés à nos écosystèmes, etc. Bon, peut-être. En tous les cas, ça se rapprocherait plus de la crise actuelle que de la crise de 2008, quand même, cette situation-là. Donc, on efface les dettes. Hein. Et l'objectif pour le roi Hammurabi, c'est un objectif de justice en tant que réparateur de l'équité, d'accord, et ça c'est intéressant, garant de l'ordre public. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque dans des sociétés les niveaux d'inégalité croissent et deviennent intolérables, il y a un risque que la société bascule dans la violence. Donc, il prend une mesure un peu d'ordre économique, mais qui a quelque chose à voir quand même avec les situations de violence. Et on a un peu oublié dans nos sociétés que la question de la violence aussi, elle est à prendre en compte dans le traitement, dans la gestion finalement de nos économies. Alors, j'aurais pu vous citer des exemples quand même un peu plus récents. En 1953, donc on est après la Deuxième Guerre mondiale, l'accord de Londres, je crois, annule plus de 60% de la dette de l'Allemagne. Sachant que le reste, on avait dit, on verra plus tard lorsque l'Allemagne sera réunifiée. Quand elle l'a été, on n'a pas demandé à l'Allemagne non plus qu'elle rembourse le solde de sa dette. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au moment de la crise grecque, les Grecs ont rappelé aux Allemands ce passage de leur histoire. Hein. Ça n'a pas forcément fait plaisir aux Allemands, mais objectivement, et pour de bonnes raisons. Parce qu'après la Première Guerre mondiale, Keynes, l'économiste dont je parlais tout à l'heure, a écrit en 1919 un livre qui s'appelle « Conséquences économiques de la paix », où il dit « Attention », et il vise la France et Clémenceau, si vous exigez de l'Allemagne des réparations trop importantes, vous allez créer les conditions d'une guerre à venir. Hein. Et c'est évidemment ce qui s'est produit dans les années 30, même si la montée du nazisme doit aussi beaucoup à la crise de 29 et pas simplement aux accords de Versailles, mais quand même, hein, ça a joué. Donc voilà, donc on s'est dit, ben, l'Allemagne finalement, en plus il y a l'ogre soviétique en face, donc on ne veut surtout pas que l'Allemagne de l'Ouest bascule du mauvais côté, donc on annule une bonne partie de sa dette. Et on va lui donner tout un tas de facilités hein, pour que cette Allemagne se développe. Ce qu'elle a fait d'ailleurs au-delà de nos espérances, puisqu'elle est très largement devant la France aujourd'hui. Lorsqu'il y a eu la chute du mur de Berlin, un pays comme la Pologne a vu sa dette vis-à-vis de la France annulée de moitié. Les États-Unis ont annulé aussi leur créance sur la Pologne de 80%. Et je pense qu'à partir du moment où le mur est tombé et que la Pologne a cessé d'être
un pays satellite de l'Union soviétique, tout ce qu'elle devait à l'Union soviétique a été effacé. Ce qui fait que la Pologne aujourd'hui peut se targuer, sans s'enorgueillir, mais d'avoir une dette publique finalement assez faible. Ça, c'est lié à l'histoire. Donc, il y a dans l'histoire des situations d'annulation de dette. Dire le contraire, ce serait mentir. Bon, alors est-ce qu'on peut annuler la dette Covid? Alors, il y a eu, dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes, mort à la dette. Il y a des mouvements derrière, hein, attaques notamment et autres. Bon, alors il faudrait que les États européens, membres de la zone euro, obtiennent de la BCE que celle-ci annule les créances qu'elle détient sur ces mêmes pays. Voilà. Ça représenterait aux environs de 2500 milliards pour l'ensemble de la zone euro, hein. Pas que pour nous, malheureusement. Donc, disons, en moyenne 30%, je crois que pour nous c'est plutôt 25 que 30, mais enfin, peu importe. Mais là, il faudrait qu'il y ait un accord et un contrat passé entre les pays de la zone euro et la BCE. Hein. Bon, c'est pas le cas, évidemment. Et à ce moment-là, la BCE s'engagerait, pour mieux parler au conditionnel, d'effacer les dettes publiques, et les États s'engageant de leur côté à investir le montant économisé dans cette fameuse transition écologique pour éviter les dommages futurs qui seront beaucoup plus élevés que le coût que l'on aurait à supporter aujourd'hui. Bon, alors, François Villeroy de Galhau, hein, qui est le gouverneur de la Banque de France et qui est aussi membre du comité directeur de la Banque Centrale Européenne avec Christine Lagarde, lui dit c'est une illusion séduisante, mais ce n'est pas une solution. Il y a d'abord un principe général de confiance. Un prêteur, privé ou public, qui ne serait plus remboursé ne prêtera plus. De manière plus spécifique, pour la dette détenue par la BCE, son annulation reviendra à financer directement les États en violation complète avec les traités européens. C'est pas possible. Et comme il n'y aurait aucun consensus pour modifier ces traités, ce ne serait une solution envisageable qu'en quittant l'euro. Alors j'ai souligné confiance, euro et violation des traités. Et je vais revenir sur ces trois points. La question de la confiance dans la monnaie, d'abord, qui est une question essentielle. Je vous pose la question suivante, vous avez 4 heures. Une monnaie est-elle utilisée parce qu'elle a de la valeur, ou a-t-elle de la valeur parce qu'elle est utilisée? 1, 2. 2. Sans aucune hésitation. D'autant plus que nos monnaies aujourd'hui sont dématérialisées, quoi. À l'époque où on échangeait des pièces d'or, on pouvait dire la monnaie je l'utilise parce qu'elle a de la valeur, encore que l'or, quelque part, ça repose aussi sur une croyance. Hein. Bon, vous mettez, je ne sais pas, une personne avec un stock d'or sur une île déserte, ça ne va pas l'empêcher de mourir quelques jours après. Hein. Il vaut mieux lui donner quelques plantes pour qu'il puisse se nourrir. Bon, bref. Mais en tous les cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'utilisation de la monnaie repose sur la confiance. C'est une croyance partagée, la monnaie. Ça, c'est très important. Et notre monnaie, c'est l'euro. Est-ce que collectivement, on a confiance dans l'euro? La réponse est clairement oui. En France, c'est le cas. Dans tous les pays de la zone euro, c'est le cas. Même en Grèce, même au plus fort de la crise de 2012, les Grecs n'ont pas remis en cause l'euro. Et plus personne, d'ailleurs, parmi les candidats, vous l'avez remarqué, ne propose la sortie de l'euro. Hein? Bon, ça ne veut pas dire que ça ne pose pas de problème, hein, quand même. Donc, la confiance dans la monnaie, c'est ça qui va fonder sa valeur. Mais la confiance dans la monnaie, c'est aussi la confiance dans son institut d'émission, hein, la Banque Centrale Européenne. D'accord? Bon. Alors, il se trouve que nous, on a renoncé à notre propre monnaie. Bon, ça n'a pas été forcément quelque chose de très facile à accepter. Hein. La monnaie, c'est aussi quand même un symbole de liberté, celui de battre monnaie. Quand même. On a accepté de renoncer à ce privilège d'avoir une monnaie nationale. C'est pas rien quand même, hein, dans l'histoire. Bon, les Allemands l'ont accepté aussi. Et nous sommes aujourd'hui 19 pays à partager cette monnaie, l'euro. Il y a des pays qui n'en sont pas. Bon.
là, je ne suis pas au niveau de la zone euro simplement, mais au niveau de l'Union européenne. D'accord? Et vous avez les pays, comme par exemple les pays du Nord, qui ont une dette qui va de 0 à 60% du PIB. Donc c'est vert pâle, vert foncé, un petit peu orangé. Mais là, ce sont des pays dans lesquels la dette publique n'est pas un problème. Elle est maîtrisée, elle est faible. Je vous parlais de la Pologne tout à l'heure. Vous voyez, la Pologne, elle est dans ce cas-là. Même l'Allemagne, on l'a vu tout à l'heure, l'Allemagne est en orange. Bon, ça, ce sont les pays dits frugaux. Et puis, vous avez les pays que l'on a qualifiés, alors c'était plutôt la Grèce et l'Italie qui étaient visés à l'époque, les pays du Club Med. Bon, c'est pas très sympathique pour ces pays-là. La France n'en faisait pas partie à l'origine. Bon, là, on est plutôt dans le orange sanguin, rouge. Et vous voyez que là, l'Espagne est orange sanguin, mais aujourd'hui, elle est dans le rouge, puisqu'elle a plus de 100% de dette publique. Donc, on a quand même une partition de l'Europe un peu bizarre. Les pays du Sud sont dans le rouge, au niveau de leur dette publique, et les pays du Nord sont plutôt, eux, avec une gestion beaucoup plus maîtrisée de leur dette publique. Et ça, c'est pas sans poser des problèmes au niveau de l'équilibre au sein de l'Union européenne, et en particulier pour les pays membres de la zone euro. Donc il y a un deuxième niveau de confiance. Est-ce que les Européens ont confiance dans leur monnaie? Oui. Est-ce que les pays membres de la zone euro ont confiance entre eux? Ça, c'est un peu plus délicat. Alors, il y a eu un excellent test à l'occasion de la crise Covid. Est-ce que l'Europe accepte d'emprunter en son nom, pour la première fois, 750 milliards d'euros pour faire face à la pandémie du Covid? Et les pays ont accepté. Il faut dire qu'on était au plus fort de la crise à ce moment-là et que les morts se comptaient par centaines et par milliers. Ça a sans doute été plus facile. Si on refaisait la même opération maintenant, je ne sais pas si ce serait aussi facile. Mais c'est quand même quelque chose de tout à fait exceptionnel. Donc ça veut dire que, vous voyez, que la dette est en train de se déplacer des pays vers l'UE, en fait, pour la première fois. C'est elle qui emprunte en son nom. Alors il y a eu quand même débat. Et il y a eu beaucoup d'opposition en fait entre les pays. En France, on a plutôt calmé les jeux en disant « ouais, tout le monde est sur la position française, ok ». En réalité, les Pays-Bas, voire l'Allemagne, étaient quand même assez réservés sur cette idée de mutualiser une dette. Parce que quand on mutualise, on est co-responsable. D'accord? Et les pays du Club Med, ça va bien, quoi. Qu'ils se mettent un peu à bosser. C'est ce que pensent beaucoup d'Allemands, beaucoup de Néerlandais, etc. Bon, mais quand même, le dispositif est en train de se mettre en place. L'Europe a commencé à emprunter. Voilà, c'est parti. Mais je pense que les pays frugaux, ou dits frugaux, n'iront pas au-delà de ce geste-là. Parce que la crise sanitaire, comme la crise financière, a encore un peu plus polarisé les pays de la zone euro. La zone euro reste quand même assez fragile. Est-ce qu'elle pourra se maintenir dans le temps? On verra. Mais en tous les cas, il y a des fragilités et on ne peut pas dire que la création de l'UE a favorisé une convergence des économies. C'était le pari. Ça faisait partie de l'argumentaire au tout début. Non, c'est plutôt une divergence à laquelle on assiste entre pays du Nord et pays du Sud. Et nous, on est clairement dans les pays du Sud quand même aujourd'hui. Alors que ce n'était pas le cas encore il y a une quinzaine d'années. Bon, pour l'instant, la politique monétaire de la BCE essaie de tenir tous ces pays ensemble, en menant une politique très très accommodante, qui fait que la Grèce emprunte à peu près au même taux que la France, qui emprunte à peu près au même taux que l'Allemagne. Vous voyez ce que je veux dire? En 2012, juste avant que la BCE ne mène cette politique de soutien, c'est Mario Draghi, qui est italien, c'est important qu'il l'a fait, parce qu'il savait bien que son pays était en grande difficulté. Et bien juste avant que Mario Draghi ne lance sa politique très volontariste de baisse des taux et de quantitative easing, la Grèce empruntait à 27%.
Vous voyez? Donc vous aviez l'Allemagne qui empruntait à 10 ans à 1,5, et dans la même zone monétaire, vous aviez la Grèce qui empruntait à 27%. Donc cette situation-là n'était pas tenable. Et forcément que ça allait exploser à un moment ou à un autre. Donc Mario Draghi est arrivé, Super Mario, et je vais vous en reparler. Bon, alors, si on n'annule pas la dette, on peut la faire rouler. C'est une technique que tous les agents économiques connaissent bien. Les ménages, avec un crédit revolving, comme on dit, eh bien, un emprunt remplace l'autre. Bon. Les entreprises aussi pratiquent le roulement de la dette. Et les États, évidemment, aussi. Donc la dette, on ne la rembourse pas, on paye les intérêts, ça roule. Hein, la dette devient perpétuelle, quoi. Alors, il y en a qui disent que c'est une discrète annulation rampante. C'est joli comme expression, je trouve. Bon, à condition, toutefois, que pour les nouveaux emprunts, les taux restent aussi intéressants pour les emprunteurs, que ce soit les États, les entreprises ou les ménages. Et c'est là qu'on est dans une situation aujourd'hui assez particulière, parce qu'il y a une reprise de l'inflation. Hein, je vais revenir sur ce point. Mais tant que la politique monétaire est très accommodante, comme l'a initié Mario Draghi il y a 10 ans, eh bien, on peut faire rouler la dette. Voilà. Et regardez, on ne regarde plus la courbe bleue, ça c'est la dette qui monte, qui monte, qui monte, hein, on arrive à quasiment à 120% du PIB, ça c'est la courbe bleue. Ce qu'il faut regarder, c'est la courbe verte. C'est beaucoup plus sympathique quand même. Elle descend. Hein. Et vous voyez que, là je sais pas, c'est 1995, on a ici 3,5% de charge d'intérêt, hein, en pourcentage du PIB. Aujourd'hui, on est à peine 1%. Plus on s'endette, moins ça nous coûte cher en intérêt. Ça, c'est formidable. Donc, ce qui compte, c'est plus le coût de la dette que son montant. Regardez un exemple. Hein. En 1997, la charge de la dette, que les intérêts payés, s'élevait à 45 milliards d'euros sur le budget. Il devrait tomber cette année, en 2022, à 26 milliards. Donc, c'est pas moitié moins, mais presque. Alors que la dette est passée dans le même temps de 60 à 120%. D'accord? Donc ça a été possible grâce à Super Mario. Et c'est là qu'aujourd'hui, il y a une véritable interrogation. Qu'en sera-t-il demain, dans les prochains mois, prochaines semaines? Et c'est pour ça qu'il faut suivre, comme le lait sur le feu, les annonces de Christine Lagarde. Hein? Là, en ce moment, c'est vraiment très très important. Parce qu'on va sans doute assister à une remontée probable des taux. Parce que si l'inflation reprend, et là j'ai entendu aujourd'hui qu'avec la crise en Ukraine, le cours du blé, parce que l'Ukraine c'était, on disait, le grenier de l'URSS autrefois, ça reste un grand pays exportateur de blé, le cours de blé ont flambé, donc peut-être que sur le gaz, sur le pétrole on va avoir la même chose, donc ça va encore alimenter un peu plus l'inflation. Dans ce cas-là, la BCE, elle se doit d'intervenir. Dans ses statuts, elle peut accepter une inflation inférieure ou égale à 2%. Point barre. C'est dans son mandat. Aujourd'hui, on est à plus de 3%. En France. Hein. Aux États-Unis, ils sont à plus de 7% d'inflation. Hein. Et déjà, la Banque centrale américaine, la Fed, a commencé à remonter ses taux. Mais si les taux directeurs des banques centrales remontent, les taux d'intérêt des banques vont remonter mécaniquement. Et à ce moment-là, les charges financières de tous les emprunteurs, là je parle des États parce que c'est ça qui nous intéresse, mais ça vaut aussi pour les ménages ou pour les entreprises, vont aussi augmenter. Il va y avoir moins d'investissement parce que le coût du crédit augmente. Repensez à ma petite équation de tout à l'heure du taux d'actualisation, là, hein, la dépréciation du futur. Il va y avoir moins d'investissement parce qu'ils seront moins rentables, parce que le coût du crédit sera plus élevé. Donc ça va ralentir l'économie, l'augmentation du chômage, bien sûr. Et pour nous, ce qui nous intéresse au niveau de la dette publique, le déficit augmente. Et donc les nouvelles dettes vont coûter plus cher que les anciennes. Et à ce moment-là, le roulement, ça commence à devenir un peu difficile, un peu tendu. Hein. Bon. Alors, en dehors de l'annulation, du roulement, il y a le financement monétaire. Après
tous une vieille technique aussi qu'on a largement utilisée dans l'histoire. Alors, on appelle ça en anglais hélicoptère monnaie, la monnaie hélicoptère, que l'on doit à un économiste, prix Nobel d'économie, Milton Friedman. Bon, il n'était pas partisan, évidemment, lui, de ce type de technique, hein, mais vous voyez bien le principe. Vous avez du haut un hélicoptère qui jette comme ça des masses de billets à l'ensemble des Européens. Donc finalement, l'argent est versé directement soit aux États, c'est une possibilité, soit directement aux ménages. Ce que les États-Unis ont fait là pendant la crise. Hein. Il ne faut pas se raconter l'histoire, ça a été fait. Mais au niveau de la BCE, au niveau de la zone euro, c'est rigoureusement interdit par les statuts. Mais bon, une économiste, Jésabel Coupé-Soubeyran, qui fait partie de ces économistes qui ont signé le manifeste dont je parlais tout à l'heure, elle dit que les règles monétaires aujourd'hui interdisent le financement monétaire. Une banque centrale ne peut pas financer directement un État. Mais il me semble que le contexte actuel nécessite que l'on revienne sur cette interdiction. Cela permettrait de monétiser une partie des dépenses pour faire face à la crise sanitaire, sans pour autant renoncer à l'effort d'investissement pour la fameuse transition écologique. D'accord ? Bon, alors, cette proposition, elle a été faite, elle n'a pas été évidemment retenue. Hein. François Villeroy de Galhau l'a dit, Christine Lagarde est très claire. L'annulation de la dette est inenvisageable, elle serait une violation du traité européen qui interdit strictement le financement monétaire des États. Et ça, c'est le cas depuis le traité de Lisbonne et son fameux article 123 qui interdit effectivement aux banques centrales de financer directement les États. Ça s'est fait en France au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. La dette publique doit être aux alentours de 200% du PIB. Donc elle est très élevée, beaucoup plus élevée qu'aujourd'hui. Il y a toute la France à reconstruire. Il y a des filières industrielles à mettre en place. C'est des grandes filières gaulliennes, si vous voulez. Donc tout ça a nécessité beaucoup d'argent. Bon. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a mis en place ce qu'on appelle le circuit du trésor, qui a fait que finalement, les États, la France, a pu se financer grâce à l'argent collecté par la Banque de France et grâce aux avances du trésor sur l'État français. Sinon, on n'aurait pas pu redresser le pays comme on l'a fait, et puis lancer l'industrie aéronautique, nucléaire, pétrolière, parapétrolière, et j'en passe, vous voyez. Mais, bon, je ne vais pas faire toute l'histoire de la monnaie parce que ce serait long, mais au tout début des années 70, il se passe quelque chose. Le 15 août 1971, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui s'en souviennent, mais le dollar n'est plus convertible en or. Voilà, c'est la suspension de la convertibilité en or du dollar. Donc ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, on peut créer autant de monnaie que l'on veut, puisqu'on n'a pas à mettre en collatéral, en garantie, de l'or. Vous voyez ? Et là, tout le monde prend peur. Et tout le monde se dit, putain, mais tout le monde va faire marcher la planche à billets. Donc on commence à prendre des mesures pour interdire ces financements par les États. Bon. Ça partait peut-être d'un bon sentiment. C'est Pompidou en France qui va d'ailleurs mettre ça en place dans ces années-là. Sauf qu'aujourd'hui, ça nous oblige, nous, à aller nous financer sur les marchés. Voilà. Et à être aussi sur la dépendance de ces mêmes marchés. Et à payer à l'intérêt à nos créanciers sur les marchés. Donc tant qu'ils sont sympas avec nous et qu'ils n'exigent pas des taux d'intérêt élevés, ça va. Et je vous rappelle que la France a longtemps emprunté ces derniers mois, ces dernières années, à des taux négatifs. Donc c'est terminé là. Hein. On est repassé en positif. Mais quand même, ça reste encore des taux qui sont relativement faibles. Bon, donc c'est interdit. Alors, je vous ai dit, les États-Unis le font, l'ont fait au cours de cette crise. Alors, on ne va pas faire beaucoup de publicité autour de ça, mais dès le début 2020, en pleine pandémie, au Royaume-Uni, la tribune dit « Au Royaume-Uni, un tabou vient de tomber. La Banque centrale a annoncé publiquement qu'elle allait financer directement certaines dépenses de l'État. » Voilà. Bon, cette mesure extraordinaire, mais temporaire, hein, donc on prend quand même beaucoup de précautions, parce qu'encore une fois, on a peur que l'idée selon laquelle la Banque d'Angleterre se mettrait à mettre
la planche à billets en marche pourrait discréditer et faire perdre la confiance dans la livre. Donc ça doit rester une mesure exceptionnelle. Et le gouvernement ajoute qu'il continuera à utiliser les marchés comme sa principale source de financement. Donc ça, comme ça, on dit ok, on le fait, mais on vous promet, c'est exceptionnel. Bon, voilà. Donc on a vu l'annulation, le roulement et le financement monétaire. Donc je conclus. Ça vous rappelle quelque chose? Petite parenthèse poétique. La cigale et la fourmi. Alors je n'ai pas mis la totalité de la fable de La Fontaine quand même. Et je vous paierai, lui dit-elle, avant l'outre fois d'animal, l'intérêt principal. Bon. Le principal, c'est évidemment le remboursement du capital. Et l'intérêt, c'est le paiement du service. On ne devrait jamais dire remboursement des intérêts. On ne rembourse pas des intérêts, on ne nous prête pas d'intérêts. On paye des intérêts qui correspondent au prix du service. Bon, bref. Alors, si c'est remboursement avec ou sans cantonnement, c'est intérêt principal. Si c'est roulement, c'est les intérêts sont principaux. Et si c'est annulation ou financement monétaire, c'est ni intérêt ni principal. Donc, évidemment, pour des pays qui sont dans le rouge comme nous aujourd'hui, la dernière solution est évidemment la plus intéressante. Alors, quand même, essayons de voir les avantages et les limites de chaque technique. J'ai déjà plus ou moins évoqué. Si on rembourse, c'est qu'on veut rassurer les marchés et maintenir la confiance dans la monnaie, le crédit, les institutions monétaires. Voilà. Donc, il y a la qualité de la signature de la France. La France emprunte, il est normal qu'elle rembourse. Voilà. Et comme ça, elle pourra continuer à emprunter. C'est ce qu'a dit François Villeroy de Galhau tout à l'heure. Problème que ça pose. Ça veut dire un retour à l'austérité budgétaire par la baisse de la dépense publique, on l'a vu. Qui supporte le coût social du remboursement de la dette? Comment ça va se répartir entre les individus, dans la société, dans l'économie? C'est un point fondamental, crucial. Augmentation des impôts ou baisse de la dépense publique? Si oui, lesquels? Bon, etc. Quid des investissements d'avenir? Puisqu'on est d'accord, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut investir massivement. Là, j'écoutais Emmanuel Macron sur le programme nucléaire, le carénage des centrales, c'est une cinquantaine de milliards. Les nouveaux réacteurs, c'est encore au moins 50 milliards. Il y en a qui vont jusqu'à 150 milliards. Bon, 150 milliards, ça fait quelques points de PIB aussi. 150 euros. Hein? Bon, sans parler de l'isolation des bâtiments, du développement des voitures propres, enfin, ce que sais-je encore. Donc, quid des investissements d'avenir? Et donc, il y a un risque politique, à mon avis, majeur, si le remboursement se fait de manière trop dure, trop violente, la société, qui est déjà en situation de fragilité, elle peut, là, comme le disait Hammurabi, vraiment exploser, quoi. Donc, il y a un risque dans cette politique, si elle est menée de manière trop radicale. L'annulation, au moins pour la partie détenue par la BCE, techniquement, c'est possible. Alors, il y en a qui disent les traités l'interdisent. Oui, bon, on sait aussi qu'un pays ne pouvait sortir de l'Union européenne. Bon, il n'empêche que la Grande-Bretagne, elle en est sortie. Bon. Ça permet de baisser le ratio dette sur PIB, de fait. Ça préserve les investissements d'avenir et ça donne des marges sur le plan budgétaire. Mais, il y a un mais, le risque, c'est lié au fait qu'au niveau de la zone euro, c'est pratiquement impossible d'imaginer qu'il y ait une décision prise dans ce sens. Donc c'est politiquement improbable et même sans doute impossible à imaginer aujourd'hui. Bon, ça pose la question de l'euro, en fait de la crédibilité de la monnaie et de la Banque centrale, et est-ce que les créanciers privés, c'est ce que sous-entend Villeroy de Galhau, mais il ne faut pas tout à fait l'exclure, est-ce que les créanciers privés continueront à accorder la même confiance à ces différents États, alors que leur banque centrale a purement et simplement annulé une partie de la dette? Donc ce risque, il ne faut pas non plus quand même totalement le sous-estimer. Le roulement, bon allez c'est cool, on va tout doucement vers une dette perpétuelle, on paye les intérêts, mais comme les taux sont bas, on ne paye pas grand-chose en réalité, une vingtaine de milliards prévus pour 2022, ce sera à mon avis un peu plus. On peut continuer à investir et on a des marges de manœuvre sur le plan budgétaire.
la dette demeure malgré tout, hein, et il faut, encore une fois, je l'ai dit, que la Banque centrale continue à avoir une politique très accommodante et donc des taux d'intérêt extrêmement bas, parce que sinon ça ne pourra pas rouler longtemps. Hein. Les financements monétaires, ben, c'est indolore, ça permet de ne pas lourdir la dette, ça ouvre des marges budgétaires également, mais ça n'est possible que pour des pays qui ont leur souveraineté monétaire, ce qu'ont les États-Unis, et ils le font, ce qu'a fait la Grande-Bretagne, et elle l'a fait aussi, le Japon, enfin beaucoup de pays. Nous, on a une monnaie en partage, hein, donc il faudrait qu'il y ait consensus là-dessus, et ça paraît assez peu probable parce que ce n'est pas compatible aujourd'hui avec les traités européens. Et puis il y a toujours le risque d'avoir après la tentation de toujours émettre toujours plus de monnaie au risque de l'hyperinflation. Il y a des pays qui aujourd'hui vivent ça malheureusement, l'Argentine, le Zimbabwe, le Liban, voilà, le Venezuela. Et là la monnaie au Venezuela n'a plus aucune valeur. Donc on crée une e-monnaie qui est indexée sur le cours du pétrole, je crois, enfin pour essayer de redonner confiance dans la monnaie nationale, quoi. Bon. L'Europe n'est pas le Venezuela, hein, mais quand même. Bon, donc, je crois qu'il faut terminer quand même. On ne peut pas imaginer un développement d'un pays sans dette. Ça, je crois qu'il faut être d'accord là-dessus. La dette progresse dans tous les pays du monde. Même les pays en développement, même les pays les moins avancés aujourd'hui. Bon. Donc la dette, c'est la condition de l'investissement et la condition du développement de ces pays. Moi, quand je vivais au Maroc, la dette publique était aux alentours de 40% du PIB. J'ai regardé là, ces dernières semaines, ils sont à 94% du PIB. Mais le pays, sur les 20 dernières années, moi c'était au début des années 2000, le pays s'est considérablement développé. C'est clair, quand on va dans le pays, on voit les changements. Il y a même l'émergence d'une classe moyenne aujourd'hui. Mais cela s'est fait par une aggravation de la dette publique. Est-ce qu'il y a d'autres choix possibles? Voilà, première question. C'est le paradoxe de la dette. Deuxième paradoxe, je l'ai dit tout à l'heure, le remboursement d'une dette, c'est se tourner vers le passé. On détruit de la valeur au profit du passé au détriment de l'avenir. Bon. À l'inverse, s'endetter, c'est comme faire des enfants, je dirais, c'est se projeter dans le futur. C'est prendre un risque, mais c'est avoir quand même une vision positive et plutôt optimiste du futur. Bon. J'entendais là qu'à Nantes, des hommes de moins de 30 ans demandaient à faire une vasectomie. C'est assez étonnant qu'à cet âge-là, aussi jeune, parce qu'ils ne veulent pas d'enfants. Et il y a pas mal d'articles là-dessus. Donc c'est aussi un refus de se projeter dans le futur. C'est avoir du futur une image très dépréciée, avoir un taux d'actualisation très élevé. Ça doit être un problème aussi pour une société. Bon, donc on a quand même besoin, une entreprise, si elle s'endette, c'est parce qu'elle a des projets aussi, des projets d'investissement. Bon, autre problème, il va falloir trancher ce dilemme. Les dettes n'ont sans doute jamais été aussi élevées en temps de paix, et les besoins d'investissement jamais aussi importants. Qu'est-ce qu'on fait? Si on veut résoudre la question de la dette, ben, il ne faut pas investir dans ces secteurs pourtant essentiels, peut-être y compris pour notre survie. Donc il faut réfléchir à ça. Autre problème, c'est la question du rôle que jouent les marchés financiers. Un pays comme le Japon, vous avez vu son niveau de dette très très élevé. Mais ce sont les Japonais qui détiennent la dette du Japon. Donc les marchés financiers s'en foutent. Il n'y a aucune pression d'exercer sur les marchés financiers, sur l'économie japonaise. Bon, nous, ce n'est pas le cas. Les 2/3 peut-être de notre dette publique est sur les marchés. Donc en situation de crise, moi je dis c'est quand même un problème. Parce que les marchés financiers peuvent exercer des pressions aussi sur les États. On l'a vu avec la Grèce au début des années 2010. Et la dette publique est un bien public. Elle mériterait mieux que d'être laissée, d'être privatisée finalement au profit des marchés. Bon, on n'a pas d'autre solution pour l'instant quand même. Ou alors il faudrait se renationaliser la dette, quoi. Bon, et puis, mais ça je l'ai dit tout à l'heure,
c'est aussi un paradoxe, quoi. On encourage la dette privée et on culpabilise beaucoup par rapport à la dette publique, alors que les investissements publics sont parfois plus nécessaires pour une société et son avenir que des investissements privés. Et voilà, je vous invite à aller sur ce site www.dettepublique.fr, c'est un compteur de la dette qui tourne en permanence, 24 heures sur 24. C'est terrible. Dans le meilleur des cas, vous vous jetez dans l'air, dans le pire des cas, vous vous pendez. Quoi. Quand vous regardez ça, pas plus de 5 minutes. Hein. Bon, à ma connaissance, il n'y en a pas pour la dette privée. Hein. Mais pour la dette publique, c'est... Alors en zone euro, c'est le dernier. Hein. Vraiment, ça fera une petite heure, à peine une heure, non, une heure et quart. Presque dans les clous. Premier point, tous les pays ne sont pas égaux dans la dette. Hein. Les États-Unis ont le dollar est reconnu, accepté partout dans le monde, les Américains peuvent s'endetter en dollars sans aucun problème. With the pencil, comme on disait autrefois. Hein. Alors, vous pourrez aller voir sur Internet, il y a une petite vidéo du général de Gaulle en 1965, où déjà il pointe du doigt le fait que les Américains créent énormément de dollars, s'endettent en dollars, dans une monnaie qui leur appartient qu'à eux d'émettre. Il dit quelque chose à peu près comme ça, le général de Gaulle. Hein. Et ce privilège exorbitant du dollar, il existe encore aujourd'hui. Bon. Vous avez des pays en développement qui ne peuvent même pas s'endetter dans leur propre monnaie, il faut qu'ils s'endettent en dollars. Pas pareil. Hein. Bon. La dette japonaise est détenue par les Japonais, donc là c'est relativement tranquille pour le pays, il n'y a pas de pression des marchés financiers. Et nous, et ça c'est quand même un problème, nous n'avons pas notre souveraineté monétaire, donc nous sommes obligés de partager la question de la gestion de la dette avec nos partenaires de la zone euro. Et entre Frugo et Club Med, je vous ai dit, ça peut être un peu tendu. Deuxième point, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi je dis, ça n'engage que moi, vous allez me dire, remboursement à marche forcée, plus baisse d'impôts et de la dépense publique, je dis c'est un cocktail explosif dans une société fragilisée, sur le plan économique, et plus encore sur le plan politique et démocratique. Donc, attention à ne pas... Mais bon, c'était le programme de François Fillon, il y a 5 ans. À ma connaissance, aujourd'hui, personne n'est sur ce projet-là. Donc je trouve que de ce point de vue, les choses ont quand même changé. Donc, la France, j'ai l'impression qu'elle a plus ou moins admis de faire rouler sa dette, hein, comme beaucoup d'autres pays. C'est effectivement l'option la moins douloureuse. Mais, encore une fois, la condition, c'est que la politique monétaire de la Banque centrale reste accommodante. Or, avec la reprise de l'inflation, ça risque d'être de plus en plus difficile à tenir. Donc il faut suivre l'actualité de la Banque centrale et les discours de Christine Lagarde. Bon, donc comment on gère la dette en zone euro quand même, je l'ai dit tout à l'heure, l'Europe a accepté en son nom de faire un emprunt. Donc vous voyez qu'on va ajouter aux dettes nationales une nouvelle dette qui va être gérée par l'Union européenne. Bon, c'est vrai que jusqu'à présent, la dette de l'UE c'était 0. Hein. Donc elle a des marges, elle a une bonne signature. Donc elle peut emprunter à des taux très intéressants. Regardez, en juin 2021, elle emprunte à 0,086%. Donc c'est quasiment gratuit. Bon. Donc, bon, de ce point de vue, la construction européenne avance. Et enfin, la France préside le Conseil européen, enfin, le président de la République candidat préside le Conseil européen pendant 6 mois, et essaie, avec un certain Mario Draghi, encore lui, qui aujourd'hui est le Premier ministre italien, il n'est plus directeur de la Banque centrale, mais ils ont publié dans la presse, je crois que c'est l'année dernière, un article où ils disent « Nos règles budgétaires actuelles ne sont plus opérationnelles. Il faut les faire évoluer, il faut en changer. » Sous-entendu, les règles de Maastricht. C'est 3% de déficit et 60% de dette. Donc les 3% de déficit, on en est loin aujourd'hui. Hein. On devait être à moins 8 l'année dernière, je ne sais pas combien on sera cette année, peut-être moins 6, moins 7. Donc on est très au-dessus des 3%, et la dette, elle a été multipliée par 2. Donc, voilà, là il y a une réunion, je crois, parce que là c'est avec les Allemands que ça se joue. Hein.
et le Premier ministre allemand. Il y a une rencontre prévue début mars sur cette question pour savoir si, au niveau de la zone euro, on accepte de remettre en cause ces règles budgétaires. On verra. Voilà, c'est terminé. Merci de votre attention.